Please be seated. Maître Altid, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Jennifer Naouri va continuer sa présentation avec votre permission. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous venons de voir que la Côte d'Ivoire était le théâtre d'un conflit armé. C'est dans ce contexte de conflit armé que se sont déroulés les 4 événements principaux visés par le procureur. Il est important d'y revenir. Premièrement, concernant la marche prétendument pacifique vers la RTI. Tous les éléments à notre disposition le prouvent. Ce ne sont pas les forces pro-Gbagbo qui auraient attaqué des foules désarmées, comme le prétend le procureur. Mais bien au contraire, l'armée pro-Ouattara qui a lancé une attaque préméditée et préparée contre les forces de maintien de l'ordre. Le procureur maintient sa position concernant le soi-disant blocus de l'hôtel du Golfe en prévision de la marche sur la RTI. Or, tous les éléments à notre disposition montrent qu'il n'y a pas eu blocus, mais la simple installation d'un point de contrôle à proximité de l'hôtel pour éviter que des soldats rebelles ne se répandent dans Abidjan. Et d'ailleurs, il ne pouvait y avoir blocus, puisque les habitants de l'hôtel du Golfe, de même que nombre de civils et de journalistes, allaient et venaient à leur guise, et qu'à l'époque, l'hôtel était le lieu d'un incessant ballet diplomatique. Surtout, l'accusation n'explique pas que l'hôtel du Golfe était à l'époque un bastion des forces nouvelles. D'après les rebelles eux-mêmes, plus de 800 soldats y étaient basés depuis septembre-octobre 2010, donc bien avant la marche du 16 décembre. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre les allégations du procureur, qui reposent toutes sur un postulat: des manifestants pacifiques auraient été victimes de membres des forces de l'ordre qui se seraient livrés à des attaques non provoquées pour les terroriser. Tous les éléments de preuve à la disposition des parties montrent que la manifestation du 16 décembre 2010 était en réalité une marche insurrectionnelle planifiée. Il a été établi, et nous le démontrerons encore lors du procès, que des militaires rebelles, lourdement armés, avaient lancé une attaque à partir de l'hôtel du Golfe, le 16 décembre 2010, afin de s'emparer de la RTI et de la résidence présidentielle, sous couvert de la diversion que devait constituer la convergence de milliers de manifestants venant de tout Abidjan vers la RTI. La preuve a été apportée de ce que les soldats rebelles, réunis à l'hôtel du Golfe, avaient reçu pour consigne, le 15 décembre 2010, de préparer leur équipement de combat pour le lendemain. Nous remonterons ces images parce qu'elles sont fondamentales. Ici, il s'agit de consignes données à une armée. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision
Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme si les deux patrons ont déjà parlé, nous on n'a rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45 heures, rassemblement à la piscine. Et tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Comment le procureur peut-il nous dire, le 29 janvier, que, et je cite, le 14 décembre 2010, le gouvernement de M. Alassane Ouattara a demandé à ses sympathisants de manifester, et ce, de façon pacifique, et de se rendre vers la RTI le 16 décembre. Comment le procureur peut-il faire comme si ces images sur lesquelles apparaissent Guillaume Soro, Premier ministre d'Alassane Ouattara, donnant des instructions aux soldats et militaires dotés de RPG et Kalachnikov n'existaient pas? Comment le procureur peut-il faire comme si les images de chefs militaires rebelles, ici Ouattao, haranguant les soldats et leur donnant instruction de se préparer avec leur équipement militaire n'existaient pas? Le procureur ne dit rien non plus sur le but de cette attaque: se saisir par la violence des lieux de pouvoir, par la force, et chasser le président Gbagbo. Or, les principaux protagonistes ne s'en cachent pas. Ils ne nient pas qu'il s'agissait, par le biais de cette attaque militaire, d'installer Alassane Ouattara au pouvoir, bien au contraire. Guillaume Soro, dans une interview donnée en janvier 2011, répondra à la question de savoir pourquoi il n'a pas, en tant que ministre de la Défense de Ouattara et Premier ministre, fait appel aux rebelles des Forces Nouvelles pour installer Alassane à la présidence. À la présidence. Il répond, et je cite, « Je l'ai fait, et ce, dès le 16 décembre. » Cette attaque était donc clairement préméditée et organisée et visait à prendre le pouvoir. Fanny Pigeot, dans son livre « France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée », nous dit sur la préméditation, et je cite, « Le 16 décembre 2010, des éléments FAFN ont quitté Bouaké en empruntant le bus de la compagnie privée. Il s'agissait de jeunes armés, mais habillés en civil et accompagnés de femmes pour ne pas éveiller les soupçons. Ils ont utilisé des voies détournées pour arriver à Abidjan, Daloa, Bouna, Daoukro, etc. Et que nous dit le procureur? Qu'il s'agissait d'une manifestation de civils, d'une manifestation pacifique. Il est démenti par les faits. Le 16 décembre 2010, quelques heures avant l'attaque, un journaliste de France 24, présent à l'hôtel du Golfe, nous le dit. Nous avons vu les images et nous les montrerons encore. Oui. Là, ils sont très énervés. Ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Ils nous disent qu'eux sont prêts. Juste un petit peu avant, les forces spéciales d'Alassane Ouattara sont sorties, armées jusqu'aux dents, pour ouvrir le passage. Voilà la configuration actuelle. Alassane Ouattara et son gouvernement devraient sortir d'une minute à l'autre. Devant eux, l'armée, les partisans de Ouattara, l'armée ouvre la route et les partisans suivent derrière. Donc... Vous l'avez entendu. Ce sont les rebelles armés qui ouvrent la route aux manifestants. Les manifestants eux-mêmes étaient-ils pacifiques? Non. Eux aussi étaient armés. Un témoin de la défense, D30, témoin direct des événements, déclare avoir vu le 16 décembre 2010, aux environs de 8 heures du matin, et je cite, « de nombreux gens armés, de machettes, de bâtons, marchant sur la voie Anyama Abobo, pour, disait-il, se rendre à la RTI, répondant ainsi à l'appel du RHDP. Ils chantaient
On va pomper Guégon. Les petits Gbagbo vont mourir. Mais le procureur n'en souffle mot. Pas un mot non plus sur la violence inouïe de cette attaque. Je tiens à vous avertir, certaines images que nous allons voir sont difficiles. Il a été donné de voix ce jeudi 16 décembre à Bobo PK18. Des assaillants camouflés parmi les marcheurs du RHDP ont incendié un immeuble. La défense a démontré... Bien triste. Pardon. Le spectacle qui nous a été donné de voir ce jeudi 16 décembre à Bobo PK18. Des assaillants camouflés parmi les marcheurs du RHDP ont incendié un immeuble dans ce quartier d'Abobo. Et puis, ils ont brûlé vif un élément des forces de défense et de sécurité à son domicile. La défense a démontré et démontrera encore lors du procès que la thèse et la logique suivie par le procureur ne tient pas. Concernant la marche des femmes à Abobo le 3 mars 2011, que nous dit le procureur? Selon le procureur, une marche aurait été organisée par des femmes le 3 mars 2011, ayant pour point de départ le carrefour Banco-Anador à Abobo, pour demander la démission de Laurent Gbagbo. Or, le procureur ne nous dit rien sur le contexte dans lequel cette marche a été organisée. Or, nous savons désormais qu'à cette époque, les forces rebelles contrôlaient entièrement l'ensemble de la zone, qu'ils étaient mieux armés que les FDS et disposaient d'armes lourdes, de mortiers et parfois de véhicules blindés. Le seul point d'appui des troupes gouvernementales, en mars 2011, est le camp commando, étant entendu qu'il était ravitaillé par des convois qui traversaient Abobo sans jamais s'arrêter et qu'à aucun moment, les soldats qui s'y trouvaient, encerclés, peu armés et à court de munitions, n'avaient lancé d'attaque contre les forces rebelles qui pourtant les harcelaient jour et nuit. Par exemple, le 24 février 2011, des hommes en civil lourdement armés paradent à Abobo et vont attaquer la gendarmerie et le camp commando. Regardons les images. C'est un modus operandi utilisé à plusieurs reprises par les rebelles, que de pousser des civils devant eux comme boucliers humains, de prendre à partie avec des armes à feu les forces de l'ordre et d'espérer une riposte pour pouvoir prétendre à une attaque des forces de l'ordre contre des civils. Il semble que ce soit le même scénario qui ait été appliqué lors de la marche des femmes. Une marche dont l'on ne sait même pas s'il s'agissait d'une marche en bonne et due forme, qui n'avait pas été annoncée aux autorités ivoiriennes, ni aux observateurs internationaux, ni aux journalistes. Le procureur ne nous dit rien sur l'origine de cette marche, rien sur les raisons pour lesquelles elle aurait été organisée en plein cœur d'un quartier tenu par les rebelles. Le procureur ne nous dit rien non plus sur la raison de la présence sur les lieux d'un preneur de vue, qui est, notons-le, suspect. Le procureur ne nous dit même pas si cette manifestation devait suivre un trajet quelconque. Rien. Nous ne savons rien. Ce qu'il y a de sûr, si l'on en croit les images, c'est qu'elle ne rassemblait pas 3000 femmes, dont parle le procureur. Par ailleurs, il est curieux que les organisateurs aient choisi un tel lieu, à proximité de la route où passaient les convois ravitaillant le camp commando, d'autant plus curieux qu'un témoin du procureur, P217, indique que tous les matins, les chars sortaient entre 9h30 et 10h. Dans ces conditions, nulle surprise pour les manifestants. Le procureur préfère ignorer ces éléments. Le procureur nous montre une vidéo
qui permettraient de comprendre ce qu'il s'est passé lors de la marche. Or, en analysant cette vidéo, plutôt que d'éclaircir la situation, ensuite, quelques moments avant que l'on entende des tirs qui viendraient d'un blindé, nous ne voyons plus que des hommes qui applaudissent le convoi et ne semblent pas faire partie de la marche. C'est comme si l'on changeait de plan, de séquence. Ensuite, sur la vidéo, l'on voit des personnes qui courent dans une direction non définie, essentiellement des hommes. Où sont les femmes? Après, apparaissent des images prises d'un autre angle, bien plus loin, et l'on voit passer un convoi à vive allure, alors que le premier blindé avançait doucement, voire était immobile. Il paraît étrange que s'il s'agissait du même convoi que nous voyons lors de la séquence suivante, passer à vive allure, que l'on puisse encore le voir sur la même vidéo. En effet, la logique voudrait que pendant que les gens se dispersent, le convoi roule rapidement et qu'il ait donc dépassé les foules qui se répandaient. À ce propos, nous démontrerons que les témoignages présentés par le procureur sont contradictoires et que les déclarations de ces témoins ne permettent en aucun cas de savoir comment aurait été composé le convoi. Aucun d'entre eux n'est d'accord sur le nombre et le type de véhicule qui aurait composé le convoi. Autre chose étrange, ce n'est qu'après avoir vu le convoi passer à vive allure que le plan de la vidéo se concentre sur des femmes par terre et qui auraient été touchées par une fusillade. Mais le convoi qui vient de passer est loin d'elles. Comment se fait-il que des femmes qui auraient été touchées par un tir qui les aurait visées directement en pleine face se retrouvent à plusieurs mètres du convoi sur le côté? Surtout, il est étrange que moins d'une minute après cette fusillade, des victimes alléguées soient toutes alignées au même endroit. Et comment se fait-il que seules des femmes aient été touchées alors que nous savons qu'il y avait des hommes en face du convoi quand il est censé avoir tiré? Surtout, quand l'on regarde attentivement les images des femmes blessées, force est de constater cette anomalie suprême. Une femme censément morte se relève, l'on voit une femme se relever et au même moment, on entend une voix dire « Couche-toi, ce n'est pas encore fini ». Regardons cet extrait. Vous avez bien entendu. Ce qu'on lui dit, c'est « couche-toi, ce n'est pas encore fini ». Et si elle était si gravement blessée, pourquoi personne n'a tenté de lui porter secours? Elle était clairement encore consciente. Ces différentes séquences d'images semblent attester d'une mise en scène, voire d'un montage. Le procureur réfute cette thèse. Il nous dit aujourd'hui qu'il disposerait de la version originale de la vidéo. Il nous dit, et je cite, que nous entendrons des dépositions d'experts qui vous prouveront que cette vidéo est authentique et que les images et le son n'ont absolument pas été retouchés ni manipulés. C'est un pari risqué que prend le procureur. Nous démontrerons lors du procès que le procureur a échoué. Concernant le soi-disant bombardement d'Abobo, au début du mois de mars 2011, à l'exception des gendarmes assiégés au camp commando, le quartier tout entier est entre les mains du commando invisible et des FAFN. Les forces de l'ordre étaient constamment attaquées alors qu'ils tentaient de protéger la population civile. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre pourquoi le procureur continue de prétendre aujourd'hui, comme il l'avait fait en 2014, que des éléments du BASA stationnés au camp commando auraient tiré le 17 mars 2011 sur une zone densément peuplée d'Abobo. De plus, cette allégation est très floue et repose uniquement sur des affirmations approximatives. Prenons quelques exemples. Les approximations portent sur les zones qui auraient été touchées. Elles ne sont pas déterminées précisément. Nous ne connaissons pas les endroits exacts où seraient tombés les obus. Rappelons qu'Abobo n'est pas un simple quartier d'Abidjan. C'est une ville dans la ville. Abobo s'étend sur une superficie de 78 km² et est peuplé
d'1 500 000 habitants. Il appartenait au procureur d'être bien plus précis. Les approximations portent aussi sur l'heure à laquelle le soi-disant bombardement se serait déroulé. En pleine journée. Ce n'est pas une allégation claire. D'ailleurs, nous démontrerons tout au long du procès que les déclarations des témoins du procureur ne permettent même pas d'affirmer que le prétendu bombardement aurait effectivement eu lieu en pleine journée. Notons aussi que la crédibilité de certains de ces témoins, du procureur, est plus que douteuse. Par exemple, P234 indique qu'il avait été recruté, ainsi que 2 autres témoins, par le camp Ouattara pour déstabiliser le régime. Enfin et surtout, et j'insiste sur ce point, il est difficile de comprendre pourquoi le procureur continue de prétendre, et je cite, « Alors que le gouvernement de Laurent Gbagbo disposait de preuves impliquant les forces pro-Gbagbo dans ces événements, aucune véritable enquête n'a été menée et personne n'a été puni. » Le procureur sait, tout du moins depuis février 2013, que le tribunal militaire d'Abidjan a été saisi le 24 mars 2011, soit une semaine après les faits allégués, afin de mener une enquête complète sur des obus qui auraient été tirés à Bobo. Surtout, le procureur fait fi du résultat de cette enquête, qui a abouti à l'acquittement des prétendus auteurs du bombardement du 7 mars 2011. En effet, le tribunal militaire d'Abidjan a acquitté le 16 mars 2015 les militaires qui étaient poursuivis pour leur rôle allégué dans des tirs d'obus sur Abobo le 17 mars 2011. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que ceux qui avaient été soupçonnés par la justice ivoirienne d'être les auteurs directs des soi-disant bombardements d'Abobo du 17 mars 2011 ont été acquittés pour manque de preuves. Le procureur ignore tout simplement, dans son mémoire préliminaire, une décision de justice ivoirienne rendue quelques mois auparavant. Comment peut-on poursuivre ici, devant la Cour pénale internationale, une cour qui est complémentaire aux juridictions nationales, des faits pour lesquels les auteurs directs ont été acquittés? Comment peut-on poursuivre ici, sous le mode de responsabilité de co-auteurs indirects, des faits pour lesquels les auteurs directs, allégués, ont été acquittés? Cela n'a aucun sens. Pourquoi le procureur s'obstine-t-il à conserver l'incident du bombardement du marché d'Abobo? Parce que ce soi-disant bombardement parle aux consciences. Il rappelle aux journalistes et à l'opinion publique le bombardement d'un autre marché, survenu en Europe une vingtaine d'années plus tôt, le bombardement du marché de Sarajevo. Un mot enfin sur les soi-disant attaques par des pro-Gbagbo à Yopougon après l'arrestation du président Gbagbo, le 12 avril ou vers cette date. Nous avons écouté le procureur et il n'est toujours pas clair en quoi consiste cette allégation d'une attaque sur Yopougon. Il semble qu'il ne s'agit pas ici d'une seule allégation, mais en fait d'une succession de plus petites accusations, pas ou peu étayées, portant sur des événements épars qui seraient survenus après l'arrestation du président Gbagbo. Le récit du procureur est très vague. Prenons quelques exemples. Le procureur ne précise pas la date de la prétendue attaque de Yopougon. Il se contente d'indiquer le 12 avril ou vers cette date. Mais s'il y a une attaque, il faudrait en connaître la date. Le procureur ne précise pas non plus où auraient lieu les attaques alléguées. Il se contente d'indiquer que des incidents auraient eu lieu dans 2 quartiers, Doucouré et Mamifété. Or, il convient de rappeler ici que Yopougon est la plus grande commune d'Abidjan, qu'elle fait plus de 150 km² et compte plus d'1 300 000 habitants. Surtout, et vous l'avez entendu aujourd'hui, la réalité ivoirienne est d'avoir tous les groupes dans un même quartier. Et l'on ne peut pas simplifier arbitrairement les choses. Un quartier ou un sous-quartier d'Abidjan portera parfois la qualification du groupe fondateur ou du premier occupant. Mais nous ne pouvons réduire la diversité d'une commune, ici Yopougon, en créant des frontières artificielles par quartier, ou sous prétexte qu'à tel endroit il y aurait une mosquée. C'est absurde et réducteur.
Il convient de noter aussi que le procureur est de plus en plus en recul concernant ces petites accusations éparses. Par exemple, le nombre de morts allégués ne cesse de diminuer. Il est passé de 80 à 75 à 68 et aujourd'hui le bilan serait de 62 morts. Il en va de même concernant les viols. Nous sommes passés de 22 viols allégués à 8, soit un nombre divisé par 3. Plus ça va, plus le procureur réduit cette allégation, et c'est bien normal, puisque, comme il sera démontré tout au long du procès, le narratif du procureur ne prend pas en compte la réalité de ce qui s'est passé à Yopougon entre mars et avril 2011. Par conséquent, les accusations ne résisteront pas à l'analyse. La réalité à Yopougon est différente. Il faut savoir que Yopougon est une ville dans la ville habitée par des populations largement favorables au président Gbagbo. Dès mars 2011, des groupes rebelles bien armés, bien organisés, se sont attaqués à la population civile de Yopougon en mars 2011. Et dans les jours précédant l'arrestation du président Gbagbo, les exactions des rebelles à l'encontre des civils se sont multipliées. Et au lendemain de l'arrestation du président Gbagbo, le 12 avril 2011, les FDS n'existaient plus. Les chefs et certaines unités s'étaient alliés à Alassane Ouattara, les autres s'étaient débandés ou étaient détenus à l'hôtel du Golfe. Une fois les gendarmes disparus, les rebelles s'en sont pris aux habitants. Et ceux-ci se sont barricadés pour défendre les leurs, vieillards, femmes et enfants, et pour défendre leurs biens. Pour obtenir la reddition des habitants, les chefs rebelles ont entamé des négociations et ont obtenu que la population dépose les armes et démantèle les barricades. Ce n'est qu'après que différents groupes rebelles ont mis Yopougon en coupe réglée, se livrant à des exactions. Je tiens à vous avertir, certaines images que nous allons voir sont difficiles. C'est bon, ça marche pas. Bon, on ne vous montrera pas les images, hélas, puisqu'on a un problème de PowerPoint et on ne veut pas faire plus de temps à la cour. Le point est le suivant. It's an OTP syndrome. We have 1-1 now. Le juge président, ben voilà, vous avez été touché du syndrome du bureau du procureur. 1-1. Mais le point est le suivant. Le récit du procureur n'a aucun sens. Ceux qui commettaient des crimes à Yopougon, après la chute du président Gbagbo, étaient les forces rebelles qui visaient à installer leur chef, venu du Nord, dans leur nouveau fief. Et nous le démontrerons. Je vous remercie. Maître Altid. Monsieur le Président, la dernière présentation sera effectuée par le professeur Jacobs. Vous l'avez entendu. Ce sont les rebelles armés qui ouvrent la route aux manifestants. Les manifestants eux-mêmes étaient-ils pacifiques? Non. Eux aussi étaient armés. Un témoin de la défense, des 30, témoin direct des événements, déclare avoir vu le 16 décembre 2010, aux environs de 8 heures du matin, et je cite, « de nombreux gens armés, de machettes, de bâtons, marchant sur la voie Anyama-Abobo, pour, disait-il, se rendre à la RTI, répondant ainsi à l'appel du RHDP. Ils chantaient « On va pomper Guégon. Les petits Gbagbo vont mourir. » Mais le procureur n'en souffle mot. Pas un mot non plus sur la violence inouïe de cette attaque. Je tiens à vous avertir, certaines images que nous allons voir sont difficiles. A été donné de voix ce jeudi 16 décembre à Bobo PK18. Des assaillants camouflés parmi les marcheurs du RHDP ont incendié un immeuble.
La défense a démontré... Bien triste. Pardon. Le spectacle qui nous a été donné de voir ce jeudi 16 décembre à Bobo PK18. Des assaillants camouflés parmi les marcheurs du RHDP ont incendié un immeuble dans ce quartier d'Abobo. Et puis, ils ont brûlé vif un élément des forces de défense et de sécurité à son domicile. La défense a démontré et démontrera encore lors du procès que la thèse et la logique suivie par le procureur ne tient pas. Concernant la marche des femmes à Abobo le 3 mars 2011, que nous dit le procureur? Selon le procureur, une marche aurait été organisée par des femmes le 3 mars 2011, ayant pour point de départ le carrefour Banco-Anador à Abobo, pour demander la démission de Laurent Gbagbo. Or, le procureur ne nous dit rien sur le contexte dans lequel cette marche a été organisée. Or, nous savons désormais qu'à cette époque, les forces rebelles contrôlaient entièrement l'ensemble de la zone, qu'ils étaient mieux armés que les FDS et disposaient d'armes lourdes, de mortiers et parfois de véhicules blindés. Le seul point d'appui des troupes gouvernementales, en mars 2011, est le camp commando, étant entendu qu'il était ravitaillé par des convois qui traversaient Abobo sans jamais s'arrêter et qu'à aucun moment, les soldats qui s'y trouvaient, encerclés, peu armés et à court de munitions, n'avaient lancé d'attaque contre les forces rebelles qui pourtant les harcelaient jour et nuit. Par exemple, le 24 février 2011, des hommes en civil lourdement armés paradent à Abobo et vont attaquer la gendarmerie et le camp commando. Regardons les images. C'est un modus operandi utilisé à plusieurs reprises par les rebelles, que de pousser des civils devant eux comme boucliers humains, de prendre à partie avec des armes à feu les forces de l'ordre et d'espérer une riposte pour pouvoir prétendre à une attaque des forces de l'ordre contre des civils. Il semble que ce soit le même scénario qui ait été appliqué lors de la marche des femmes. Une marche dont l'on ne sait même pas s'il s'agissait d'une marche en bonne et due forme, qui n'avait pas été annoncée aux autorités ivoiriennes, ni aux observateurs internationaux, ni aux journalistes. Le procureur ne dit rien sur l'origine de cette marche, rien sur les raisons pour lesquelles elle aurait été organisée en plein cœur d'un quartier tenu par les rebelles. Pour installer le nouveau directeur général de cette télévision, parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêt. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme si les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45 heures, rassemblement à la piscine. Tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Comment le procureur peut-il nous dire, le 29 janvier, que, et je cite, « Le 14 décembre 2010, le gouvernement de M. Alassane Ouattara a demandé à ses sympathisants de manifester, et ce, de façon pacifique, et de se rendre vers la RTI le 16 décembre. » Comment le procureur peut-il faire comme si ces images sur lesquelles apparaissent Guillaume Soro, Premier ministre d'Alassane Ouattara, donnant des instructions aux soldats et militaires dotés de RPG et Kalachnikov n'existaient pas? Comment le procureur peut-il faire comme si les images de chefs militaires rebelles, ici Ouattao, haranguant les soldats et leur donnant instruction de se préparer avec leur équipement militaire,
n'existait pas. Le procureur ne dit rien non plus sur le but de cette attaque. Se saisir par la violence des lieux de pouvoir, par la force, et chasser le président Gbagbo. Or, les principaux protagonistes ne s'en cachent pas. Ils ne nient pas qu'il s'agissait, par le biais de cette attaque militaire, d'installer Alassane Ouattara au pouvoir, bien au contraire. Guillaume Soro, dans une interview donnée en janvier 2011, répondra à la question de savoir pourquoi il n'a pas, en tant que ministre de la Défense de Ouattara et Premier ministre, fait appel aux rebelles des Forces Nouvelles pour installer Alassane à la présidence. À la présidence. Il répond, et je cite, « Je l'ai fait, et ce, dès le 16 décembre. » Cette attaque était donc clairement préméditée et organisée et visait à prendre le pouvoir. Fanny Pigeot, dans son livre « France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée », nous dit sur la préméditation, et je cite, « Le 16 décembre 2010, des éléments FAFN ont quitté Bouaké en empruntant le bus de la compagnie privée. Il s'agissait de jeunes armés, mais habillés en civil et accompagnés de femmes pour ne pas éveiller les soupçons. Ils ont utilisé des voies détournées pour arriver à Abidjan, Daloa, Bouna, Daoukro, etc. Et que nous dit le procureur? Qu'il s'agissait d'une manifestation de civils, d'une manifestation pacifique. Il est démenti par les faits. Le 16 décembre 2010, quelques heures avant l'attaque, un journaliste de France 24, présent à l'hôtel du Golfe, nous le dit. Nous avons vu les images et nous les montrerons encore. Oui. Là, ils sont très énervés. Ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Ils nous disent qu'eux sont prêts juste un petit peu avant, les forces spéciales d'Alassane Ouattara sont sorties, armées jusqu'aux dents, pour ouvrir le passage. Voilà la configuration actuelle. Alassane Ouattara et son gouvernement devraient sortir d'une minute à l'autre. Devant eux, l'armée, les partisans de Ouattara, l'armée ouvre la route et les partisans suivent derrière. Donc, le procureur ne nous dit rien non plus sur la raison de la présence sur les lieux d'un preneur de vue, qui est, notons, le suspect. Le procureur ne nous dit même pas si cette manifestation devait suivre un trajet quelconque. Rien. Nous ne savons rien. Ce qu'il y a de sûr, si l'on en croit les images, c'est qu'elle ne rassemblait pas 3000 femmes, dont parle le procureur. Par ailleurs, il est curieux que les organisateurs aient choisi un tel lieu, à proximité de la route où passaient les convois ravitaillant le camp commando. D'autant plus curieux qu'un témoin du procureur, P217, indique que tous les matins, les chars sortaient entre 9h30 et 10h. Dans ces conditions, nulle surprise pour les manifestants. Le procureur préfère ignorer ces éléments. Le procureur nous montre une vidéo qui permettrait de comprendre ce qu'il s'est passé lors de la marche. Or, en analysant cette vidéo, plutôt que d'éclaircir la situation, ensuite, quelques moments avant que l'on entende des tirs qui viendraient d'un blindé, nous ne voyons plus que des hommes qui applaudissent le convoi et ne semblent pas faire partie de la marche. C'est comme si l'on changeait de plan, de séquence. Ensuite, sur la vidéo, l'on voit des personnes qui courent dans une direction non définie, essentiellement des hommes. Où sont les femmes? Après, apparaissent des images prises d'un autre angle, bien plus loin, et l'on voit passer un convoi à vive allure,
alors que le premier blindé avançait doucement, voire était immobile. Il paraît étrange que s'il s'agissait du même convoi que nous voyons lors de la séquence suivante, passer à vive allure, que l'on puisse encore le voir sur la même vidéo. En effet, la logique voudrait que pendant que les gens se dispersent, le convoi roule rapidement et qu'il ait donc dépassé les foules qui se répandaient. À ce propos, nous démontrerons que les témoignages présentés par le procureur sont contradictoires et que les déclarations de ces témoins ne permettent en aucun cas de savoir comment aurait été composé le convoi. Aucun d'entre eux n'est d'accord sur le nombre et le type de véhicule qui aurait composé le convoi. Autre chose étrange, ce n'est qu'après avoir vu le convoi passer à vive allure que le plan de la vidéo se concentre sur des femmes par terre et qui auraient été touchées par une fusillade. Mais le convoi qui vient de passer est loin d'elles. Comment se fait-il que des femmes qui auraient été touchées par un tir qui les aurait visées directement, en pleine face, se retrouvent à plusieurs mètres du convoi sur le côté? Surtout, il est étrange que moins d'une minute après cette fusillade, les victimes alléguées soient toutes alignées au même endroit. Et comment se fait-il que seules des femmes aient été touchées, alors que nous savons qu'il y avait des hommes en face du convoi quand il est censé avoir tiré? Surtout, quand l'on regarde attentivement les images des femmes blessées, force est de constater cette anomalie suprême. Une femme censément morte se relève, l'on voit une femme se relever et au même moment, on entend une voix dire « Couche-toi, ce n'est pas encore fini ». Regardons cet extrait. Vous avez bien entendu. Ce qu'on lui dit, c'est « couche-toi, ce n'est pas encore fini ». Et si elle était si gravement blessée, pourquoi personne n'a tenté de lui porter secours? Elle était clairement encore consciente. Ces différentes séquences d'images semblent attester d'une mise en scène, voire d'un montage. Le procureur réfute cette thèse. Il nous dit aujourd'hui qu'il disposerait de la version originale de la vidéo. Il nous dit, et je cite, que nous entendrons des dépositions d'experts qui vous prouveront que cette vidéo est authentique et que les images et le son n'ont absolument... Please be seated. Maître Altid, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Jennifer Naouri va continuer sa présentation avec votre permission. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous venons de voir que la Côte d'Ivoire était le théâtre d'un conflit armé. C'est dans ce contexte de conflit armé que se sont déroulés les 4 événements principaux visés par le procureur. Il est important d'y revenir. Premièrement, concernant la marche prétendument pacifique vers la RTI. Tous les éléments à notre disposition le prouvent. Ce ne sont pas les forces pro-Gbagbo qui auraient attaqué des foules désarmées, comme le prétend le procureur. Mais bien au contraire, l'armée pro-Ouattara qui a lancé une attaque préméditée et préparée contre les forces de maintien de l'ordre. Le procureur maintient sa position concernant le soi-disant blocus de l'hôtel du Golfe en prévision de la marche sur la RTI. Or, tous les éléments à notre disposition montrent qu'il n'y a pas eu blocus, mais la simple installation d'un point de contrôle à proximité de l'hôtel pour éviter que des soldats rebelles ne se répandent dans Abidjan. Et d'ailleurs, il ne pouvait y avoir blocus, puisque les habitants de l'hôtel du Golfe, de même que nombre de civils et de journalistes, allaient et venaient à leur guise, et qu'à l'époque, l'hôtel
était le lieu d'un incessant ballet diplomatique. Surtout, l'accusation n'explique pas que l'hôtel du Golfe était à l'époque un bastion des forces nouvelles. D'après les rebelles eux-mêmes, plus de 800 soldats y étaient basés depuis septembre-octobre 2010. Donc bien avant la marche du 16 décembre. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre les allégations du procureur, qui reposent toutes sur un postulat: des manifestants pacifiques auraient été victimes de membres des forces de l'ordre qui se seraient livrés à des attaques non provoquées pour les terroriser. Tous les éléments de preuve à la disposition des parties montrent que la manifestation du 16 décembre 2010 était en réalité une marche insurrectionnelle planifiée. Il a été établi, et nous le démontrerons encore lors du procès, que des militaires rebelles, lourdement armés, avaient lancé une attaque à partir de l'hôtel du Golfe, le 16 décembre 2010, afin de s'emparer de la RTI et de la résidence présidentielle, sous couvert de la diversion que devait constituer la convergence de milliers de manifestants venant de tout Abidjan vers la RTI. La preuve a été apportée de ce que les soldats rebelles, réunis à l'hôtel du Golfe, avaient reçu pour consigne, le 15 décembre 2010, de préparer leur équipement de combat pour le lendemain. Nous remonterons ces images parce qu'elles sont fondamentales. Ici, il s'agit de consignes données à une armée. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne. Absolument pas été retouché ni manipulé. C'est un pari risqué que prend le procureur. Nous démontrerons lors du procès que le procureur a échoué. Concernant le soi-disant bombardement d'Abobo, au début du mois de mars 2011, à l'exception des gendarmes assiégés au camp commando, le quartier tout entier est entre les mains du commando invisible et des FAFN. Les forces de l'ordre étaient constamment attaquées alors qu'ils tentaient de protéger la population civile. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre pourquoi le procureur continue de prétendre aujourd'hui, comme il l'avait fait en 2014, que des éléments du Bassa stationnés au camp commando auraient tiré le 17 mars 2011 sur une zone densément peuplée d'Abobo. De plus, cette allégation est très floue et repose uniquement sur des affirmations approximatives. Prenons quelques exemples. Les approximations portent sur les zones qui auraient été touchées. Elles ne sont pas déterminées précisément. Nous ne connaissons pas les endroits exacts où seraient tombés des obus. Rappelons qu'Abobo n'est pas un simple quartier d'Abidjan. C'est une ville dans la ville. Abobo s'étend sur une superficie de 78 km² et est peuplé d'1 500 000 habitants. Il appartenait au procureur d'être bien plus précis. Les approximations portent aussi sur l'heure à laquelle le soi-disant bombardement se serait déroulé. En pleine journée. Ce n'est pas une allégation claire. D'ailleurs, nous démontrerons tout au long du procès que les déclarations des témoins du procureur ne permettent même pas d'affirmer que le prétendu bombardement aurait effectivement eu lieu en pleine journée. Notons aussi que la crédibilité de certains de ces témoins du procureur est plus que douteuse. Par exemple, P234 indique qu'il avait été recruté, ainsi que 2 autres témoins, par le camp Ouattara pour déstabiliser le régime. Enfin et surtout, et j'insiste sur ce point, il est difficile de comprendre pourquoi le procureur continue de prétendre, et je cite, « Alors que le gouvernement de Laurent Gbagbo disposait de preuves impliquant les forces pro-Gbagbo dans ces événements, aucune véritable enquête n'a été menée et personne n'a été puni. »
Le procureur sait, tout du moins depuis février 2013, que le tribunal militaire d'Abidjan a été saisi le 24 mars 2011, soit une semaine après les faits allégués, afin de mener une enquête complète sur des obus qui auraient été tirés à Bobo. Surtout, le procureur fait fi du résultat de cette enquête, qui a abouti à l'acquittement des prétendus auteurs du bombardement du 7 mars 2011. En effet, le tribunal militaire d'Abidjan a acquitté le 16 mars 2015 les militaires qui étaient poursuivis pour leur rôle allégué dans des tirs d'obus sur Abobo le 17 mars 2011. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que ceux qui avaient été soupçonnés par la justice ivoirienne d'être les auteurs directs des soi-disant bombardements d'Abobo du 17 mars 2011 ont été acquittés pour manque de preuves. Le procureur ignore tout simplement, dans son mémoire préliminaire, une décision de justice ivoirienne rendue quelques mois auparavant. Comment peut-on poursuivre ici, devant la Cour pénale internationale, une cour qui est complémentaire aux juridictions nationales, des faits pour lesquels les auteurs directs ont été acquittés? Comment peut-on poursuivre ici, sous le mode de responsabilité de co-auteurs indirects, des faits pour lesquels les auteurs directs, allégués, ont été acquittés? Cela n'a aucun sens. Pourquoi le procureur s'obstine-t-il à conserver l'incident du bombardement du marché d'Abobo? Parce que ce soi-disant bombardement parle aux consciences. Il rappelle aux journalistes et à l'opinion publique le bombardement d'un autre marché, survenu en Europe une vingtaine d'années plus tôt, le bombardement du marché de Sarajevo. Un mot enfin sur les soi-disant attaques par des pro-Gbagbo